Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée au film Dunkerque ou Dunkirk, réalisé par Christopher Nolan. Ai-je vraiment besoin de présenter le réalisateur Christopher Nolan? Je ne crois pas. Tout le monde me connaît, tout le monde me connaît. La trilogie du Dark Knight, Memento, Inception, Interstellar et Insomnia et The Following avant ça, très clairement Christopher Nolan est aujourd'hui considéré comme l'un des réalisateurs les plus importants du cinéma contemporain et surtout l'un des réalisateurs qui s'est le plus assis sur le game ces 20 dernières années. Et ce qui est très intéressant avec Christopher Nolan, c'est que c'est l'un des seuls réalisateurs aujourd'hui, pour moi, qui a compris quelque chose de très très simple et que beaucoup de studios semblent avoir oublié, à savoir qu'il est tout à fait possible de faire des blockbusters qui soient à la fois divertissants et intelligents, intéressants. Donc lorsque Dunkerque a été annoncé, évidemment que ça allait être bien, je veux dire absolument personne ne doutait de la qualité du film, mais personnellement j'espérais qu'il m'intéresserait plus que l'avait fait Interstellar, qui, malgré ses innombrables qualités, je ne remets absolument pas en cause le fait qu'Interstellar soit un bon film, simplement, je n'avais pas vraiment compris toute la hype qui entourait ce film. Je lui trouvais plusieurs défauts, plusieurs incohérences également scénaristiques, et j'avais... au début, j'étais en mode « ouais, c'est pas mal », je m'en fiche un peu, et puis quand j'ai vu toute cette déferlante d'amour qui avait entouré Interstellar, et ben je m'étais dit Interstellar était un très bon film, mais j'espérais vraiment que Dunkerque serait, pour ma part, plus intéressant, et serait une expérience de cinéma plus forte que celle que j'avais pu vivre pendant ma séance d'Interstellar. Et là, je me retrouve un peu dans la merde. Parce que je n'ai rien à dire sur Dunkerque. Je n'ai rien à dire parce que ce n'est pas un film qu'il est intéressant d'exposer à des gens qui ne l'ont pas vu. En fait, dans la mesure où toute la force de Dunkerque, elle se ressent au visionnage, en fait. Nolan a construit son film de guerre comme une pure expérience sensorielle et cinématographique. Et donc essayer d'en parler comme ça, de mettre des détails sur pourquoi est-ce que l'expérience fonctionne, etc. On pourrait le faire, mais ce serait pas très intéressant, et en particulier ce serait pas très intéressant pour des gens qui n'ont pas vu le film, dans la mesure où ce serait un peu déconstruire les émotions qu'ils n'ont pas encore eues face au film. Le parti pris du réalisateur, il est très clair en fait. Dès le début du film, c'est de nous immerger corps et âme dans un conflit armé qui est celui de l'opération Dynamo qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez en prendre plein la gueule. Plein la gueule. Et on en revient à quelque chose qui est fondamental et qui pourtant, mais j'ai l'impression, a été oublié de tous les réalisateurs aujourd'hui quasiment. La guerre, c'est du son. Say it louder! I'm upset! Ce n'est que du son. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, avec ce son 5.1, 7.1, 9.1 en fonction de la salle où vous allez, vous vivez le conflit d'abord d'un point de vue sonore. Et rien que ça, dès le début du film, ça crée une immersion qui est quasi immédiate en fait. Parce que comme les personnages, vu que le son est très très fort, le bruit devient une menace pour vos oreilles, au début. Et donc, vous commencez à craindre ce bruit de la même façon que les personnages craignent ce bruit parce que eux, ce bruit annonce leur mort prochaine. Et du coup, rien que par le son, il n'y a même pas besoin de dialogue, rien que par le son, vous nouez une proximité avec les personnages du film. Et une fois que le spectateur est tapé de cette façon, Nolan met en place différents éléments qui vont permettre de renforcer cette expérience sensorielle. D'abord, donc je l'ai déjà dit, l'expérience elle est sonore, et le travail sur le mixage sonore du film est tout bonnement exceptionnel. C'est cette façon de conjuguer les bruits du vent, des explosions, des balles, du sable, de la tôle froissée, des bruits métalliques qui se superposent et se joignent à la musique dans une espèce d'énorme symphonie chaotique qui vous défonce les oreilles, non pas parce que c'est trop fort, mais parce que ce film est un film avec du son, avec de la musique, et la musique vous enferme, et à tel point que le travail sur le son a fait que l'immersion n'en était que plus totale pour moi personnellement, parce que je sentais les vibrations dans ma cage thoracique. On va jusque là quoi, j'ai ressenti des effets physiques du travail sonore. Mais ce qui est génial, c'est que cette expérience sensorielle, bien évidemment, elle ne s'arrête pas au son, parce que le son c'est le plus important dans un film de guerre. Ça a toujours été le plus important. Un film de guerre sans son, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Et oui, je critique le cinéma muet, je ne sais pas s'il y a eu des films muets sur la guerre, mais en tout cas, oui, ça paraît n'avoir absolument aucun intérêt. Le fait est que une fois qu'on a ce travail sur le son qui est acté, qui est ancré
pour le spectateur en disant ah ouais, ça va être un film où il va y avoir du bruit. Say it louder! I'm upset! Pour faire simple. Et bien après, vous avez toute la dimension visuelle du film. Et alors là, c'est incroyable. Dunkerque est une claque esthétique, mais comme j'en ai rarement vu. Déjà, la photo est magnifique. Voilà, ça c'est la photo, est superbe, elle est pleine de contrastes, avec des jeux entre le bleu et une teinte qui rappelle le sable pour évoquer la plage et les vents de la plage qui évoquent la mort, le bleu qui bien évidemment évoque la mer, mais qui est évidemment le mariage entre le bleu et le sable, ça crée une espèce de bouillie grisâtre, colorée en même temps, mais une sorte de bouillie grisâtre qui rappelle le mauvais temps, et tout ça fout une espèce d'image de fin du monde sur ce qui se passe, et la photographie très intéressante, et il aura l'Oscar, c'est à peu près évident, la photographie très intéressante participe énormément à la puissance du film, parce que le film est superbe. Le film est superbe, les plans sont superbes, et vous savez, parfois il suffit de pas grand chose, en fait. Je m'en suis rendu compte depuis quelques temps, des fois il suffit d'un plan. Un plan, qui dure 2 secondes, on s'en fout de la durée du plan, mais il suffit d'un plan pour que vous compreniez la puissance d'une scène, en fait. Et pour moi, ce plan, il est dans les 10 premières minutes du film, et je me suis dit, ah bah putain, le film va être énorme. Vous avez un plan où vous suivez le personnage qui est sur l'affiche, dont je ne me rappelle pas le nom, mais c'est le petit jeune avec la petite mèche comme ça, qui est un très jeune soldat. Il arrive sur la plage, vous entendez le bruit de l'avion. Donc déjà, vous dites, oh putain, une menace comme ça. Et là, vous avez un plan qui suit le regard du soldat, qui regarde dans le ciel. Donc le plan est donc en contre-plongée, parce qu'il regarde le ciel, et vous avez un tout petit point, comme ça, un tout petit point, qui fait énormément de bruit, parce que c'est un avion, sur un ciel bleu, tempétueux et tout, et tu regardes le plan, tu te dis, waouh. Et le truc, c'est que Dunkerque n'est bourré que de moments waouh. Il y a des trucs. Déjà, le film a coûté 200 millions de dollars, hein, donc, et au début, je me disais, mais comment ça se fait que le film a coûté si cher? Et bah... C'est-à-dire que c'est même pas que le film ait coûté cher, c'est que je ne comprends pas comment il a pu avoir ça, avoir tout ce qu'il a dans le film, avec seulement 200 millions de dollars. Il y a des plans dans ce film qui, au-delà du fait qu'il soit beau, j'étais dans mon siège, je me disais, mais comment il a fait ça? Parce qu'il a tout fait en vrai, hein, c'est ça aussi qu'il faut, ou en tout cas, avec le minimum d'effets numériques possible. Mais il y a vraiment des trucs, mais il y a notamment les plans sur les combats aériens, mais tu te dis, mais comment le mec a fait pour avoir ce plan à ce moment-là? Le tournage, ça a dû être une horreur, genre vraiment pour être capable d'obtenir des plans d'une telle puissance, ils ont dû s'y reprendre à 20, 30, 50 fois pour refaire la scène, parce que ce n'est pas possible d'avoir ces plans-là du premier coup, c'est pas possible. Et du coup, ce qui devient génial, c'est que quand on s'y connaît un peu en cinéma, on regarde le film et on se dit putain, le tournage, ça a dû être une aventure. Et du coup, vous avez cette aventure, cette dimension chaotique, parce qu'il paraît qu'il y a eu beaucoup de pluie sur le tournage de Dunkerque. Vous avez cette aventure-là qui se superpose à l'aventure des soldats, et du coup, le film devient une espèce de retranscription d'une sorte de chaos, en fait, ambiant, constant, qui n'est fait que de bruit, Ah Voilà, je vous dis, c'est très difficile à raconter, parce que c'est un film immersif, en fait, c'est tout, et le film n'est que ça, et c'est voulu, en fait, le film c'est toi, spectateur, dans la guerre. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'histoire tragique de il faut sauver le soldat Ryan, c'est non, tu suis 3 personnages différents qui sont à Dunkerque, qui participent à l'opération Dynamo, et tu vois comment ça se passe d'être sur un champ de bataille pendant 1h45. Il n'y a rien d'autre de plus, et ce qui est formidable, c'est que la construction scénaristique du film, qui est très simple, hein, le film n'a pas une histoire particulièrement compliquée ou particulièrement intéressante, même c'est une bataille quoi, genre il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça, mais Nolan a réussi à construire son film d'une certaine façon. Vous savez, le scénario alambiqué, un peu voilà, que Nolan aime bien en général. En gros, il a pris cette idée-là, et il a travaillé sur une superposition des timelines, en fait. Parce que toutes les timelines du film, donc les 3 timelines du film, ne se déroulent pas en même temps. Et donc du coup, il y a tout un travail sur à quel moment ces timelines vont se croiser. En fait, à quel moment on va se rendre compte qu'à ce moment-là précis, les 2 personnages, en fait, vont se croiser, mais pas forcément en le sachant, hein, mais en tout cas, nous, spectateurs, nous allons savoir qu'ils vont se croiser. Et ce qui est génial avec ce travail, c'est que
Ça pourrait être pris pour une sorte d'arnaque en mode oui, Nolan ils se sont obligés de faire son scénario artificiellement complexe, etc. pour se donner du crédit parce qu'il aime bien, voilà, c'est un peu de l'autobranlette, mais non, pas du tout, parce qu'en superposant ces timelines et en questionnant le spectateur sur quand est-ce que ce que je vois se déroule à l'écran, et ben ça renforce la dimension inéluctable. Parce que la force principe première de Dunkerque, elle est là. Dunkerque, c'est dépeindre une tragédie. Et cette tragédie, c'est celle de 400 000 hommes qui sont prisonniers sur une plage et qui ne peuvent pas en partir. Et qui vont se faire tirer comme des lapins si on ne fait rien. Et le fait comme ça de ne pas savoir à quel moment de la journée ce qu'on est en train de voir se déroule, eh bien ça crée d'une part une sorte de confusion par rapport au temps, comme les soldats l'avaient à l'époque, parce qu'ils ne savaient pas quelle heure il était, à quel moment il était. En plus le ciel est constamment couvert, donc ils ne pouvaient pas se repérer par rapport au soleil. Et en même temps vous vous dites... Vous ressentez l'inéluctable, vous ressentez le fait que, de toute façon, c'est déjà arrivé, et je peux rien faire, et je peux juste assister à la mort de ces gens. En fait. C'est immense, comme film. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vraiment... On en revient à ce que le cinéma a de primaire et de formidable, en fait. C'est que vous avez l'image, vous avez le son, vous avez la musique, et vous n'avez pas besoin d'autre chose, en fait. Ça suffit pour raconter tout ce qui s'est passé à Dunkerque, ça suffit pour vous faire saisir ce qui s'est passé. Et et Nolan le sait parce que le cinéma, c'est pas les dialogues. C'est pas forcément les dialogues. Le cinéma, c'est de la narration par l'image et par le son. Et la preuve, c'est que le personnage principal du film, en tout cas celui qui est sur l'affiche, pour vous donner une idée, ne parle pas pendant les 30 premières minutes du film. Parce qu'il n'y a pas besoin. Le réalisateur a retiré tout le superflu et s'est concentré sur l'essence de ce qu'il avait raconté. Le chaos tragique de la guerre. Et c'est superbe. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai encouragé à aller voir Dunkerque de Christopher Nolan. Et moi je vous dis à plus. Ciao tout le monde.